Bonjour, joyeuses fêtes de fin d'année, joyeuses fêtes d'hiver, ça fait rager les rageux, donc j'adore le dire. Je voulais montrer cette magnifique chaussette parce que mon châle a mangé son visage et j'ai dû procéder à une reconstruction faciale. Je l'avais partagé sur Instagram et ça a été liké par un cabinet de chirurgie esthétique, donc je pense que j'ai une vocation. Tous les ans, je déballe le carton de décoration de Noël et j'éclate de rire parce que j'oublie chaque année. J'ai mis un micro, je crois qu'il marche pas, je sais pas. J'ai mis un petit chapeau de Noël, un pull de Noël très saillant et je voulais faire un chapeau coquille d'œuf Calimero, mais finalement j'ai eu la flemme et bon, il faut pas déconner, vous êtes 3 à écouter ces vidéos, donc ne le prenez pas mal, mais j'ai pas envie. Alors, Sarkozy, comment va Nicolas ? Nicolas, à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, est en vacances en Guadeloupe ou à La Réunion ou en Martinique, je ne sais plus. En tout cas, il n'est pas à la santé et il vit sa meilleure vie, contrairement à nous. En tout cas, à moi. Alors, deuxième semaine en prison. Un délai tout à la fois si court et si long. Il fait des rimes, c'est magnifique. C'est comme si on l'avait plongé dans une autre vie que la sienne. Comme si son cœur avait cessé de battre. J'aurais vraiment dû faire le chapeau Calimero, maintenant je regrette. Comme s'il était en apnée de son propre destin. Il est entre 4 murs où rien ne se passe. Il ne peut compter que sur son imaginaire. Il vivait comme dans un huis clos. Ça lui a même donné l'envie de relire la pièce de Sartre du même nom pour voir s'il retrouverait les émotions qu'il était en train de vivre. Est-ce qu'il a lu Sartre ? Alors, il est fatigué, il est vidé de toute énergie. Il ne peut pas penser clairement. Il a des idées sombres. En désespoir de cause, il s'est couché à 22h. Les couches-tôt, vous êtes visés. Il avait couru 1 heure dans la salle de sport. Il s'est levé tard vers 7h du matin. Là, c'est moi qui me sens jugée. C'est des fois l'heure à laquelle je me couche. Je ne fais pas partie de cette France qui se lève tôt. J'ai pas d'avenir en même temps, c'est peut-être ma faute. Il est fatigué. Il vit sur les nerfs. Imagine si t'avais 3 colocataires dans ta chambre. Il n'est plus à l'écoute de lui-même. Tout ça est très hostile. La prison provoque chez lui une lassitude, une usure physique. Il ne quittait pas sa cellule. Son activité était réduite, voire inexistante. Il a dormi 9 heures, ce qui ne lui arrivait jamais. Il veut aller faire du sport, mais il ne peut pas à cette heure-ci. Il ne confie pas ses tourments à Carla, parce qu'il veut la protéger, c'est déjà dur pour elle, et puis en plus ça va y aller bientôt. Est-ce que vous remarquez qu'il fait beau quand même ? Il fait méga froid, mais il fait beau, on peut pas tout avoir. Alors, depuis qu'il est en prison, il a moins de migraines. Alors, les migraineux qui nous regardent. Donc, il est migraineux de naissance. Sa mère l'était, un de ses fils l'est aussi. La France compte près de 10 millions de migraineux. Vous l'apprendrez. La migraine n'a rien à voir avec les maux de tête. Je ne sais pas pourquoi il nous parle de ça. Il paraît que c'est terrible, les migraines. Je sais pas, j'en ai pas eu. Donc, il parle de la migraine, qu'il avait pris des traitements contre la migraine, qui avaient été autorisés. Alors qu'avant il avait 1 ou 2 fois par semaine des migraines, il n'en a plus en prison. Il prend ça quand même comme une bénédiction, mais qui ne le conduit pas malgré tout à souhaiter demeurer plus longtemps dans cet endroit. Ah, ça fait 12 jours qu'il n'a pas vu Julia. Donc Julia veut venir voir son père en prison. Il se demande si elle pourra supporter le choc de voir son père enfermé. Donc ils veulent pas trop la faire venir, mais elle insiste, donc elle vient. J'ai perdu mon micro. J'ai vraiment l'impression qu'il marche pas. Hein. Écoutez, ça fait chic. Je vais le mettre en barrette. Je sais, c'est un micro-cravate, mais j'ai pas de cravate et ça, c'est trop épais, ça arrête pas de tomber. Il y a Jean aussi qui vient lui rendre visite. Ils sont très émus de se retrouver après 2 semaines. Il trouve que sa fille s'est devenue une adulte pendant ces 2 semaines. Il prend toutes ces épreuves comme une opportunité pour leur famille de devenir meilleure, plus profond et plus fort. Plus honnête peut-être aussi. Donc il trouve formidable comme Jean il est gentil avec Julia. Donc Julia veut tout savoir sur l'incarcération de Sarkozy. Elle remercie les surveillants de bien s'occuper de son père. Carla est aussi proche de sa fille que du fils de Nicolas qui n'est pas le sien. Et là je vois venir avec les blagues sur Raphaël Enthoven et sur son père. On n'ira pas sur ce terrain-là. On va se contenter de glousser en silence. Donc Carla, c'est le ciment, la fédératrice, le phare pour chacun d'entre eux. Il lui doit beaucoup. Il apprend à profiter de chaque instant.
Il remonte dans sa cellule en bénissant le moment qu'ils ont passé ensemble. Il a passé sa jeunesse à chercher l'exceptionnel. Il a recherché l'adrénaline, les émotions fortes, les événements extraordinaires, les voyages lointains, les endroits les plus spectaculaires. Et ce soir, il est comblé par une rencontre de 50 minutes dans une salle qui pouvait à peine contenir les 4 chaises que nous utilisions en rendez-vous sinistre, blablabla. On lui a souvent demandé quels étaient ses lieux préférés sur Terre. Il savait jamais trop quoi répondre. Et là, maintenant, peu importe le lieu, seul compte les présents. Alors, son avocat l'a prévenu qu'il y aurait une date pour une demande de remise en liberté après cette invraisemblable incarcération. Donc, il aurait pu attendre 2 mois en prison de savoir s'il pouvait être libéré, mais finalement, il n'attendra que 3 semaines. Mais il trouve ça quand même trop long. Donc là, il repart en disant que c'est quand même pas normal d'être en prison pendant 3 semaines alors qu'il est innocent, bla bla bla. Qu'il a répondu aux innombrables convocations de la justice, que les faits en cause remontent à 20 ans, ce qui excluait tout risque de concertation et de pression. Pour qui suit l'actu, cette phrase est rigolote. Craignait-on de donner le sentiment de me traiter mieux qu'un détenu normal, ce qui aurait été un comble dont il était évident que je n'avais bénéficié d'aucun privilège, mais au contraire fait l'objet d'un harcèlement judiciaire sans précédent. J'aurais dû faire le chapeau de Calimero. Inutile de se lamenter, oui arrête. Il restait une dizaine de journées interminables à attendre et une dizaine de journées interminables à lire. Alors, il parle de l'enfermement, il en a marre, il peut rien voir, il est loin de sa famille. Il ne voit que un immense panneau de plastique qui le protège du regard des autres, mais qui le coupe de la vie des autres. Il peut plus regarder le ciel, les voitures qui passent, le temps qui change, les oiseaux qui volent, les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Il doit demander à ses avocats ou à Karl à quel temps il faisait. Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que le soleil brillait? Je vais rajouter des violons. Il voit que la lumière change avec la luminosité de sa cellule. Il peut mesurer le froid qui règne en ouvrant sa fenêtre grillagée pour aérer son si petit espace vital. Lui qui a toujours adoré se promener pour se nourrir du regard des autres, bavarder au hasard des rencontres, blablabla, tout ceci lui était désormais interdit. Il se sent entre parenthèses, il n'a plus le sentiment d'appartenir au monde des vivants. Je n'exagère pas. J'étais bien sûr en vie. Je voyais ma famille quasiment 1 jour sur 2. J'avais des nouvelles régulièrement sur les événements que vivait la France. L'absence de portable, l'impossibilité d'être appelé à tout moment, la perte de toute vision de l'extérieur constituait un choc qui impliquait un temps d'adaptation. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir juste regarder par la fenêtre. Rester posé là, à un balcon quelconque. C'est son 2e dimanche à la santé. Pas de visite, pas de sortie. La journée promettait d'être longue, pour ne pas dire interminable. Alors, c'est surtout les couleurs qui me manquaient. Il a l'impression que le monde est gris. Sa cellule est entièrement de cette couleur. Tout est gris dans la pièce, les fenêtres, les grilles, le sol, l'armature du lit, le lit trop dur. C'est un amoureux de la peinture. Il apprécie le beau. Il parcourt les expositions avec enthousiasme. C'est peu dire que je me trouvais frustrée. La prison n'est, entre autres choses, pas faite pour les esthètes. Alors, 2e dimanche, il retrouve le prêtre. C'est un peu redondant, tout ça. Alors, le prêtre lui confie de trouver étrange sa présence en prison. Je ne lui faisais pas dire. Il avait été très choqué par la visite impromptue de 2 élus de la France insoumise. Pourquoi tant d'impudeur et de méchanceté, s'interrogea-t-il. Comme c'est étrange cette haine que vous suscitez. On se demande d'où ça vient, dis donc. Il était blessé et il voulait lui faire partager l'évangile qu'il avait lu la veille lors de sa célébration. Il était tiré de saint Matthieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est Jésus. C'est Jésus sur la croix. Ça lui a fait du bien d'entendre cet évangile, tout en l'obligeant à réfléchir aux conséquences de l'injustice qu'il est en train de vivre et à tous les bienfaits qu'il pourrait en tirer.
Alors là, il parle du prêtre, donc il papote avec le prêtre, le curé, l'aumônier, je sais plus. Il parle de la première épidémie de la Covid. La Covid. Donc le prêtre à cette époque habitait déjà dans le foyer pour sans-abri. Alors il est allé se promener pendant les autorisations de sortie d'1 heure. Vous avez un syndrome post-traumatique, vous avez oublié qu'on avait le droit de sortir 1 heure. Je sais pas comment vous faisiez, moi j'avais plein d'attestations d'1 heure avec les heures qui suivaient en cas de contrôle. Et je sortais toute la journée parce que je ne supportais pas d'être enfermée dans 18 mètres carrés. Donc tu vois Nicolas, je te comprends. Alors, pendant sa promenade d'1 heure, le prêtre il passe devant une personne seule. Il lui demande comment elle va parce que le mec a l'air pas très bien. Et le mec assis sur un banc lui répond Christ est ressuscité. Alors le prêtre est surpris parce qu'il n'est pas habillé en prêtre. Donc l'autre ne pouvait pas savoir qu'il était prêtre. Et donc le prêtre est convaincu que c'est un signe de la providence. Et de fait, c'est troublant. Donc voilà, pour votre information, il est possible que Christ soit ressuscité. Il va venir, il va gueuler, il va voir ce que vous avez fait là depuis 2000 ans. Il va pas être content, à mon avis. Parce qu'il est mort pour nos péchés et on devait faire le bien après, je suis pas sûre. Il va voir le Vatican couvert d'or et tout, il va pas être content, oh là là. Le prêtre lui demande s'il sera encore là dimanche prochain parce que c'est très étrange de le voir en prison. C'est incompréhensible de vous trouver ici. Je lui répondis en riant « Combien je partage votre avis, mais je serai certainement là dimanche prochain. » En effet, l'audience de mise en liberté n'aurait lieu que le lundi qui suivait. Nous prîmes donc rendez-vous pour le dimanche suivant. Cela devenait un rituel de trois fois, hein. C'est pas un rituel 3 fois. Il se promet de poursuivre leurs échanges une fois qu'il aura quitté la prison. Il veut présenter le prêtre à sa famille. Parce que même dans les endroits les plus désespérés, il y a des sources de lumière. Là, il reparle de l'humanité du personnel pénitentiaire, qui devait se comporter avec Nicolas Sarkozy comme avec tous les autres détenus, bien sûr, on y croit. Dans cet univers de violence et de désespérance, leur gentillesse, leurs attentions, leur respect tranchaient avec l'atmosphère ambiante. Il y avait une certaine douceur dans ce qu'il faisait, dans la manière dont il le faisait. Il n'a jamais vu ou ressenti la moindre familiarité ou la plus petite vulgarité de sentiment. Ils étaient attentifs à ne pas me blesser par une remarque déplacée ou une attitude inappropriée. Là, il se rend pas compte qu'il est privilégié, en fait. C'est incroyable. Jamais ils n'ont pénétré dans ma cellule sans frapper préalablement pour me prévenir, alors qu'ils disposaient des clés. Ils n'étaient pas obligés d'agir ainsi, ils agissent pas ainsi, en fait. Quand ils s'adressaient à moi, ils veillaient à utiliser le titre de président sans aucune affectation, avec un naturel, blablabla. Ils respiraient la joie de vivre. Ils s'entendent bien avec les policiers de sa sécurité, parce que je vous rappelle qu'il est enfermé dans la cellule d'à côté, il y a des policiers qui lui tiennent compagnie. C'était un véritable plaisir de leur dire bonjour dès le petit matin, de leur souhaiter une bonne soirée, blablabla. Je connaissais mal cette profession, ce fut une découverte et même une révélation, il s'y est jamais intéressé, c'est fou. Ils ont beaucoup compté à ce moment difficile de sa vie. Tous les surveillants qui l'ont approché étaient préoccupés par sa situation et son bien-être. Il leur en est très reconnaissant. Ils étaient désintéressés. Alors, il l'encourage à sortir. Truc de promenade. Il n'a pas envie, mais il décide de les écouter. Avec 6 gardes. Alors, la cour n'en avait que le nom. 14 pas en longueur, 8 pas en largeur. Le toit est recouvert de barbelés roulés en cercle ininterrompu. Il dit que c'est moche, il fait froid. Donc il discute avec un des surveillants qui lui dit qu'en 2007, il avait 23 ans et qu'il a voté pour lui. Et il regrette qu'il n'ait pas été réélu. Ça lui a fait plaisir. Bon, il est rassuré parce que demain c'est lundi, il retrouve Karl. Seule cette perspective permettait de s'échapper de la triste monotonie du jour. J'espère qu'il va dire à ses copains du RN, parce que même plus aux Républicains maintenant, qu'il faut accorder plus de parloir du coup. Donc il profite de cette fin d'après-midi pour cantiner. Alors cantiner, c'est pas aller à la cantine, pour votre information, c'est quand tu fais des achats quand tu es en prison. Donc tu peux faire tes courses. Alors il veut pas faire trop de courses parce qu'il va pas rester trop longtemps. Parce qu'il est superstitieux. Donc je pense qu'il se dit s'il fait des stocks de yaourt. Alors, il voulait juste le nécessaire pour passer le moins inconfortablement possible sa 3e et il l'espère vivement dernière semaine à la santé.
ne souhaitant ni ne sachant cuisiner sur la petite plaque chauffante de ma cellule. Il se contente depuis son arrivée de l'étage de barres de céréales, d'eau minérale, de jus de pomme et de quelques douceurs sucrées. C'était en vérité le minimum. Il se préoccupe surtout du crédit encore disponible pour les téléphones de sa cellule. Chaque détenu devait veiller à payer toutes ses communications. Et même avec un usage raisonnable, voire modéré compte tenu du peu de numéros disponibles et autorisés à appeler, l'addition montait très rapidement. Il veut éviter que son compte soit épuisé, et avec lui la possibilité de parler à Karl et aux enfants. C'était une préoccupation constante. T'as pas de sous, Nicolas ? Alors, il remplit la page de cantinage, donc il faut remplir son numéro d'écrou en haut de la page. Il note tout minutieusement en essayant de ne pas faire d'erreur parce qu'il y a beaucoup de références. Il y avait une grande étendue d'articles proposés, y compris des produits halal et kasher. Les prix étaient chers, beaucoup plus chers qu'à l'extérieur. Je pensais avec ironie qu'il s'agissait presque d'un abus de position dominante. Alors, le délai entre la commande et la livraison en cellule est assez rapide. Ils sont pas livrés par GLS, parce que moi j'ai commandé des croquettes pour le chat il y a 10 jours, j'ai toujours rien reçu. Le truc il est bloqué je sais pas où. Le lendemain il est livré, oui ça va vite. Il range tout, il agence ses nouvelles provisions dans un espace clos et étroit. Mais il essaie vraiment de nous faire chialer avec rien quoi. L'organisation devient un sujet central pour préserver un espace de vie tout juste décent. Alors là, Carla, elle lui montre une photo qu'elle avait trouvée sur les réseaux sociaux de la façade de la maison de Serge Gainsbourg. Je ne vois pas le rapport, mais il doit y en avoir un. Alors là, il dit que Serge Gainsbourg est très talentueux. On peut aimer ou pas l'homme. Et c'est par l'homme de l'auteur. Ah, et sur la porte d'entrée de la maison de Serge Gainsbourg, en immenses lettres blanches, il y a écrit Free Sarko. Avec un large cœur de la même couleur en dessous. Ça lui a fait plaisir. Il ne sait pas ce qu'en aurait pensé l'ancien propriétaire des lieux. Il aime être associé avec Gainsbourg. Il a accroché la photo au mur de sa cellule, au-dessus du petit bureau qu'il utilisait pour écrire. Comme ça, il peut contempler la photo Free Sarko avec un cœur sur la maison de Gainsbourg. Il remercie cet auteur anonyme qui se reconnaîtra peut-être en lisant ce livre, pour ses petits moments de plaisir. C'était inattendu, ça se trouve c'est quelqu'un qui a fait ça pour rire. L'annonce de son incarcération et de sa condamnation ont fait grand bruit à l'étranger, notamment dans la presse internationale. Alors, il dit que c'est pas le premier à qui c'est arrivé d'aller en prison, un des plus récents étant le président Lula. Donc à l'étranger, ils ont un regard plus froid sur les événements, ils sont tous très étonnés que Nicolas Sarkozy aille en prison. J'ai pas lu la même chose. Il a reçu de nombreux témoignages de dirigeants étrangers actuels ou d'anciens homologues qui lui témoignent leur soutien, leur amitié, leur incompréhension indignée devant un traitement d'une telle brutalité et d'une si profonde injustice. Le roi du Maroc est un des premiers à lui téléphoner. Sa voix tremble d'émotion alors qu'il évoque son incarcération à venir. Il est peiné et stupéfait. Le président de la Côte d'Ivoire, qui venait d'être réélu, lui a envoyé plein de messages, tout comme son épouse, qui envoie plein de messages à Carla aussi, le président du Rwanda, tous les dirigeants du Moyen-Orient, mais aussi de nombreux dirigeants européens anciens et actuels. Il est vraiment très touché par tous ces témoignages d'amitié, donc il trouve ça très authentique et sincère, alors qu'il n'est plus en fonction. Il y a des ambassadeurs qui veulent venir le voir. Donc il avait des demandes de visite d'ambassadeurs, et l'une des demandes émanait du représentant en France des États-Unis, qui n'était autre que le père du gendre de Donald Trump. Il n'a jamais rencontré en tête-à-tête le président Trump. Donc il hésite à accepter la visite de l'ambassadeur américain trumpiste, parce qu'il avait déjà fait des boulettes diplomatiques dans le passé. L'ambassadeur trumpiste, ça n'étonne pas grand monde, je pense. Mais il se demande comment il aurait pu conduire le représentant de la première puissance mondiale, alors qu'il était détenu. Une autre demande émanait du jeune ambassadeur argentin, proche collaborateur du fameux et original président Milei. Le contact avait eu lieu plusieurs semaines auparavant, lorsque mon fils Louis avait obtenu une interview exclusive du président argentin pour son podcast. Ce jeune et ambitieux ambassadeur m'avait fait bonne impression. Je l'avais trouvé compétent, sérieux et sympathique. Donc il dit que Milei, il a une manière originale de s'exprimer, de gouverner.
Donc il se dit quand même que Milei plus Trump, ça fait beaucoup à une semaine de l'audience qui devait statuer sur sa demande de mise en liberté. Il sourit intérieurement en se disant qu'il ne manquait plus que la visite d'Orban et celle de l'ambassadeur russe pour que je finisse par risquer la perpétuité. Ah là là, quel humour. Alors, après 2 jours sans se voir, il va voir Karl. Elle était seule, sans les enfants. Ils font abstraction du cadre. Il a une déchirure musculaire dans le dos, à la suite d'un faux mouvement dans sa cellule. Karl lui a apporté des patchs chauffants qui atténuent la douleur. On lui a confisqué à l'entrée. Mais quand même, les surveillants, voyant que Nicolas a mal au dos, ils vont lui chercher ses patchs chauffants. Donc il retourne dans sa cellule et il lit Lettre à un otage d'Antoine de Saint-Exupéry. Et il cite une phrase « Le désert n'offre aucune richesse tangible. Comme il n'y a rien à voir ni à entendre dans le désert, on est bien contraint de reconnaître, puisque la vie intérieure, loin de s'y endormir, s'y fortifie, que l'homme est animé d'abord par des sollicitations invisibles. L'homme est gouverné par l'esprit. L'analogie avec la prison était évidente. En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé où il y a beaucoup à entendre. Oh là là, bon. À l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison. Oh là là. Il refuse de se laisser briser par l'épreuve comme par l'enfermement, c'est devenu son mantra. Il veut être gouverné par l'esprit, avec un E majuscule, et non par le moral du moment. Il se laisse emporter par des forces invisibles. Oh mon Dieu, il va devenir gourou d'une secte. Alors, trouver ses réflexions au hasard de ses lectures est un signe. J'étais conscient de la nécessité de ne pas surinterpréter tout ce qui m'arrivait depuis que j'étais en prison. Bah quand même. Hein. Mais il faut qu'il reste alerte pour ne pas rater une sollicitation invisible. Donc là, au cours de cette nuit, il a vécu un épisode effrayant. Avant qu'on ne lui explique ce qui s'est passé vraiment. Vers 3h du matin, il a été réveillé en sursaut par un bruit assourdissant qui venait d'envahir sa cellule. Une soufflerie digne de l'enfer. Donc il entend des gens qui crient en dessous de là où il est. Ça pue la fumée. À son étage, il se passe rien. C'était très troublant. Il pense à un incendie. Alors le lendemain, il apprend par les surveillants que le détenu qui se trouvait au quartier disciplinaire en dessous de chez Sarkozy avait décidé de mettre le feu à sa cellule au beau milieu de la nuit. Les extracteurs de fumée s'étaient mis en marche instantanément. Alors l'audience de remise en liberté, il faut qu'il la prépare parce qu'il commence à s'inquiéter parce que peut-être qu'ils vont pas le laisser sortir. Il décide de ne pas être physiquement présent parce qu'il serait menotté. Il veut pas qu'on le voit menotté. Donc il est rassuré par les précautions prises concernant sa situation et le respect de son intimité. Les photographes, les enregistrements, les portables seraient interdits. Aucune image ne serait prise. Aucune prise de son sauvage ne serait tolérée. C'est le moins angoissé de l'équipe parce que c'est un éternel optimiste. De toute manière, il est convaincu que cette détention invraisemblable marquerait un tournant. Il ne faut jamais désespérer de l'être humain et donc garder l'espoir de la justice et dans la justice. Mais peut-être était-il trop naïf. Alors, il veut pas trop se plaindre devant la cour, parce qu'il veut pas en faire trop. Et il ne veut pas non plus dire que c'est pas si terrible que ça, parce que dans ce cas-là, les juges se diraient qu'ils trouvent pas ça si terrible, donc il peut bien y rester. Il ne courbera pas l'échine devant l'injustice qui lui a été faite. Quand j'ai affirmé que j'irais jusqu'au bout pour que la vérité triomphe, ce n'était pas que des mots, une posture, une façon de m'exprimer. C'est l'engagement de ma vie. Peut-être que celle-ci ressemble à un roman, comme j'ai pu souvent le lire, mais moi je ne vis pas dans un livre, je vis dans la réalité. Et cette réalité, c'est d'abord celle de mon innocence complète. Tant que je disposerai d'un souffle de vie, je me battrai de toutes mes forces pour la démontrer, quel que soit le temps que cela me prendra. Condamné définitivement 2 fois, on le rappelle. Bon, alors là, il parle du roman qu'est sa vie, des grandes joies et des peines profondes. Il dit qu'au fond, sa vie est semblable à celle de tous, qu'il est comme tout le monde. Il n'acceptera donc pas l'injustice comme prix de cette fiction fantasmée pour la beauté de l'histoire. Je veux ma réhabilitation complète. T'es condamné 2 fois. Ah, c'est reparti, sur Mediapart. À l'origine de toute l'affaire, il y a l'officine Mediapart et ce fameux document dont le tribunal correctionnel de Paris a jugé que le plus probable est qu'il soit un faux. Enfin, point d'exclamation. Il aura fallu pas moins de 13 années pour que la honteuse supercherie soit démasquée. Il était grand temps. Mais ils ont rien démasqué du tout, hein. Ils l'ont juste écarté au cas où c'est un faux.
Ça n'a jamais été prouvé que c'était un faux. Il est en boucle là-dessus. Et il n'y a pas que ce document. Il y a un dossier de centaines et de centaines de pages. Un retour en arrière s'impose pour comprendre les ficelles de ce grossier traquenard de base politique. Et je vous rappelle de regarder le documentaire de Mediapart. Personne n'y comprend rien, qui coûte 3 €. Alors, l'objectif était d'abord de me faire perdre l'élection présidentielle de 2012 alors que j'étais en train de faire une remontée spectaculaire. Ouais, non. Le premier tour avait créé la stupeur chez mes adversaires puisque je talonnais mon concurrent socialiste avec plus de 27% des suffrages, ce que personne n'avait anticipé. Libération annonçait Hollande vainqueur à 60%, c'est dire si la surprise était grande, oui, bon, et la remontée remarquable. Oui, ben t'as perdu quoi. La fébrilité s'était emparée de mes adversaires, ma victoire redevenait possible à défaut d'être probable. Il fallait à tout prix casser cette dynamique aussi inattendue qu'imprévue. Il est délulu mais à un point. Il se battait avec énergie, les foules étaient très nombreuses dans ces réunions. Alors, à l'époque, le fameux document de Mediapart avait été proposé au Canard enchaîné. Le Canard enchaîné a refusé de le publier, considérant que sa crédibilité était plus que douteuse. Alors, ils disent que l'authenticité ne pouvait pas être établie, ils ne voulaient pas prendre le risque de publier une information aussi discutable. Mediapart n'a pas eu ce genre de pudeur. Mediapart, ils ont enquêté aussi sur le document. Il fallait me détruire à n'importe quel prix, de n'importe quelle façon. La fin justifiait les moyens. Le document fut donc publié par cette officine le samedi 28 avril 2012 alors que je tenais un meeting à Clermont-Ferrand dans la ville de Brice-Hortefeux. Selon le document, ce dernier, Brice-Hortefeux, était prétendument le vecteur du financement. Cela tombait bien, j'étais avec lui, le piège politique était clair. Au début, l'affaire n'a pas fait grand bruit. Mais malgré tout, Nicolas demande à son avocat de déposer plainte pour faux et usage de faux. Il ne voit pas comment cette rocambolesque affaire pourrait prospérer. C'était inenvisageable. Alors, ce faux s'inscrivait dans le prolongement des accusations mensongères de Kadhafi et de ses sbires proférés un an plus tôt alors que j'avais demandé le départ du dirigeant libyen du pouvoir, reçu l'opposition à l'Élysée et déposé au nom de la France un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une intervention aérienne. Un fils du leader libyen affirma que la Libye avait financé ma campagne de 2007 et précisa « Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert, nous révélerons tout prochainement. » Naturellement, rien ne fut produit. Bah si, un petit peu quand même. Je précise que Kadhafi était au pouvoir, qu'il y restait encore 6 mois après cette fracassante déclaration, sans que la moindre preuve n'apparaisse. Le vide était abyssal. Tout était invraisemblable, et pourtant, 3 petits points, depuis 13 ans, Mediapart est engagé dans un combat pour tenter de crédibiliser ce document et de me nuire, mais il y a plein de documents. Donc l'officine n'a pas arrêté de mettre en avant des témoignages à charge de dignitaires libyens. Elle a trouvé un allié en la personne de Ziad Takieddine. Les déclarations de Takieddine, couplées aux faux documents de Mediapart, ont été le fondement de la machine judiciaire. Blablabla, c'est un faux. Alors il dit que de toute manière on a démontré que Takieddine c'était un menteur. Oui, bon bah c'est pas le seul, hein. C'est pas très intéressant. Bon, il repart en disant que n'y avait pas un centime d'argent illégal dans sa campagne. On sait toujours pas ce que ils ont mis dans le coffre géant à la banque. Maintenant que le faux est établi, il est reparti là-dessus alors que personne n'a établi que c'était un faux. Pourquoi le parquet financier, si prompt à engager une enquête contre moi sur cette base, n'a-t-il toujours pas rouvert le dossier pour connaître l'identité des faussaires ayant forgé ce document ? Lui voudrait savoir qui est derrière cette manipulation de grande ampleur. Sa deuxième question, donc ça c'était sa première question, qui a fait ce faux et pourquoi ? La deuxième question lui paraît aussi pertinente, s'il y avait un faux, ce qui semble désormais admis, non ? C'est donc qu'il y a eu un ou des faussaires, et donc il y a bien un complot à l'origine de toute la procédure, il est victime d'un complot. Et que donc le fait qu'il y ait un faux, ça aurait dû le mettre hors de cause, au lieu de le persécuter pendant plus de 10 ans. Alors, or, c'est l'inverse qui s'est produit. Où sont les parties prenantes de cette machination ? Où sont-ils ? Quels sont leurs motifs ? S'il n'y a pas d'enquête, on ne pourra pas les trouver. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête ? Alors, il était, du moins il l'espère, dans sa dernière semaine de détention. Il se sent comme un marin qui revient de l'autre bout du monde après des semaines de navigation et qui aperçoit les rivages de son pays à l'horizon. S'il y retourne 5 ans, ça va être long, hein. L'impatience le gagne un peu plus chaque jour. Il essaye de s'occuper, de travailler, de lire. On revient sur l'ambassadeur américain, parce que je ne savais pas pourquoi il en parlait, parce qu'il l'a pas vu.
Son avocat lui déconseille de voir l'ambassadeur américain, parce que ça risque de faire mauvais genre dans sa demande de remise en liberté. Il décide d'écouter son avocat et de ne pas rencontrer l'ambassadeur américain. Il le rencontrera une fois sorti de prison. Alors, il a mal au dos. L'infirmière vient le voir dans sa cellule. L'infirmière doit surveiller son poids, elle a emmené une balance. Ils veulent pas que Sarkozy maigrisse pas trop, ils veulent pas qu'il leur fasse une Balkany. Il pèse 70 kilos. Il avait perdu un peu de poids, mais rien de problématique. Il en profite pour lui dire qu'il a mal au dos. Elle lui envoie des médicaments, avec une pommade. Et l'infirmière, quand elle est partie, elle lui a dit surtout bon courage, monsieur le président. Putain, il est insupportable. Oh là là. Décidément, on avait mis sur ma route beaucoup de gens à l'humanité rayonnante. C'est surtout des peignes-culs, franchement. C'est le privilège que m'a réservé ce séjour en prison. Ben oui, c'est quand même un sacré privilège. Si apprendre c'est rester jeune, la prison m'aura rajeuni parce que j'y ai beaucoup appris. On lui souhaite d'apprendre encore beaucoup. Alors, il trouve le système de santé carcérale très efficace. Le lendemain, l'infirmière lui demande s'il veut un rendez-vous avec le kiné. Il refuse, mais il est impressionné d'avoir vu cette possibilité. Bien malgré lui, comme d'habitude, il pose un nouveau problème à l'administration de la prison de la santé. Le jour de son arrivée, le directeur lui a fait parvenir des lettres. Alors, en prison, Nicolas Sarkozy reçoit beaucoup de lettres. On rappelle qu'elles sont triées. Les lettres d'insultes n'arrivent pas dans sa cellule. Il reçoit des centaines de lettres à la santé comme à son bureau. Ça devient ingérable. Il ne pouvait pas stocker les sacs de courrier dans sa cellule. Et certaines missives étaient accompagnées de présents divers, de livres, de photos, de chapelets, de dessins, de peintures. Il a reçu 20 Bibles, le nouveau prix Goncourt, en 30 exemplaires. Je juge ces gens. Alors il est submergé, d'autant qu'il tient à répondre à chacun le mieux possible. La tâche était insurmontable. Donc à cette occasion, il a pu mesurer la profondeur des racines chrétiennes de la France. Alors, dans l'épreuve qu'il traverse, les personnes qu'il aime pensent que la consolation viendra de la transcendance ou des forces de l'esprit, pour reprendre la belle formule de François Mitterrand. Il a eu des larmes aux yeux en lisant ses lettres. C'était absolument bouleversant. Cet élan d'amour le régénérait et donne un nouveau sens à sa vie politique. Moi, je lis ça comme une volonté de comeback. Il dit que pendant toutes les campagnes qu'il a menées, il s'est mis en danger, il donnait tout. Il voulait cet échange de sentiments forts, tout sauf l'indifférence. Vaincre ou mourir avait un certain sens pour moi, qui venait de si loin, qui voulait aller si haut. Il a été frappé par la connaissance qu'ont les Français de cette affaire libyenne complexe. Même lui, il a du mal à comprendre. Il faut qu'il regarde le documentaire de Mediapart. Malgré ça, malgré leur connaissance du dossier libyen, ses connaissances et ses interlocuteurs ne comprennent pas pourquoi il a été condamné. Putain, on est reparti. Devant l'absence de preuves et l'énormité de la sanction, la capacité de discernement des Français est sans limite. Je sais pas s'il inclut ceux qui pensent qu'il est très bien en prison et qui sont quand même beaucoup. Alors, il reçoit une lettre remplie d'affection adressée par Christine Lagarde depuis Sofia, la capitale de la Bulgarie. Elle est allée, Christine Lagarde, visiter l'église Saint-Nicolas. Elle a pris en photo une fresque des murs de l'église. Et c'est Saint-Nicolas, comme Nicolas Sarkozy. Vous aurez le... Escorté d'anges et d'une représentation de Jésus-Christ. L'ensemble paraissait exceptionnel. Les couleurs avaient résisté à la photocopie. Alors, et Christine Lagarde, avec cette photo, lui a dit qu'elle avait prié pour la liberté, pour la justice, la vraie, et pour l'amour qui vous tient debout. Alors là, il dit plein de bien de Christine Lagarde. Il dit que c'est une amie. Il a gardé l'enveloppe, qui venait de Bulgarie. Le pays de ces malheureuses infirmières martyrs, c'était un beau symbole ou un nouveau signe. Alors il reçoit une autre lettre qui lui fait plaisir parce qu'il s'y attendait pas. Elle venait de la famille Chirac au grand complet, mais pas Jacques, parce que Jacques est mort. Jacques qui avait dit qu'il fallait marcher sur Sarkozy du pied gauche parce que ça porte bonheur. Ou du pied droit, je ne sais plus. Mais en tout cas qu'il fallait marcher dessus. Donc la lettre était signée par Bernadette, qui est toujours vivante, Claude et son mari, ainsi que Martin, le petit-fils de Jacques Chirac. Donc il a toujours pu compter sur l'affection de Bernadette qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2012, Jacques Chirac, il votait par procuration et il avait dit qu'il voulait voter Hollande et
Bernadette avait dit qu'elle s'en foutait, qu'elle voterait Sarkozy pour lui. Ce qui est un peu horrible, même pour Bernadette. Alors, il dit que, par contre, Claude lui en voulait depuis qu'il avait soutenu Édouard Balladur en 95. Il y avait aussi des histoires de valises d'argent pour l'élection de Balladur. Il y a quand même un... Donc la lettre, elle est écrite par Claude. Ils sont très choqués, la famille Chirac, ils sont très choqués par la façon dont il est traité, Nicolas. Ils lui souhaitent le courage nécessaire. Ça lui rappelle des souvenirs qu'il a partagés avec Jacques Chirac. Il dit qu'ils sont faits du même bois, du même sang, et qu'ils ont cherché à vivre avec la même intensité et la même malhonnêteté, parce que quand même Chirac... J'ai compris qu'au-delà de nos différences, nous étions de la même famille de cœur et d'énergie, celle des gens qui ne peuvent vivre que passionnément et taper dans les caisses. Le temps est interminable, on est d'accord. Oh mon Dieu, il nous reste 30 pages. Va-t-on y arriver? Non, il faut que je finisse aujourd'hui parce que j'en peux plus, il faut vraiment mettre un terme à ça. Alors, il écrit pendant 7 à 8 heures. Je crois qu'il n'a pas fait de coupe après, ils ont mis tout. La lassitude commence à le gagner. Quand il a fini d'écrire pendant 7 ou 8 heures, il se lève de son bureau, il fait 3 ou 4 pas dans sa cellule. Le tour était vite fait. Alors, tous les jours, le directeur de la prison vient lui rendre visite. Je sais pas s'il va rendre visite à tous les prisonniers, mais bon. Alors, il vient discuter 20 minutes avec lui, s'assoit sur le seul siège, et Sarkozy s'assoit sur le lit. Ça, c'est pour vous faire pleurer, parce qu'il n'a pas beaucoup de mobilier. C'est un interlocuteur agréable, ouvert, modeste, intelligent. Alors, le directeur de la prison est arrivé en septembre, et Sarkozy est arrivé en octobre. Ça crée un lien. Et ce directeur, il voulait rendre l'enfermement le plus acceptable humainement possible pour tous les détenus. Sarkozy lui demande s'il a un engagement partisan. Donc le directeur avait été sur une liste socialiste il y a très longtemps. Alors, c'était passionnant pour lui de rencontrer, d'échanger avec un fonctionnaire qui était de gauche, sans conviction religieuse et très attaché à son métier, à la façon de l'exercer. Et il apprend que sa femme, qui travaille dans le privé, a un engagement syndical. Mais malgré leur références éloignées, ils discutent facilement. Il aime se nourrir des différences et rencontrer des interlocuteurs qui ne sont pas toujours en accord avec ses propres convictions. Bon, là, il parle de la diversité d'opinions en France. Là, il fait un petit discours politique pour sa prochaine campagne présidentielle. Il dit qu'il faut rassembler la France dans sa multitude, sans affadir ses propres convictions, sans faire le « en même temps » qui ne fonctionne pas comme on le constate aujourd'hui. Il est très content de ses discussions avec cet homme qui n'a sans doute jamais voté pour lui, avec qui il avait des différences d'opinion et que le destin avait mis sur sa route. Donc il dit que grâce au directeur de la prison et à tout le personnel pénitentiaire, cet enfer est devenu supportable. Alors il réfléchit au moment de la journée ou de la nuit qui est le plus difficile à vivre en prison. Ça dépend des jours. Putain, c'est chiant. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Je crois que je vais accélérer parce que vraiment c'est interminable. Ma mère m'a dit, parce qu'elle fait partie de mes 6 spectateurs, ma mère m'a dit que c'était trop long. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les fins de soirée étaient sans doute les plus dangereuses au point de vue moral. Le matin au réveil, il se dit qu'une nuit de plus venait de passer. Il a en tête son programme d'écriture où il va se plaindre, de lecture et un jour sur 2, le parloir avec Carla et les enfants. Il est assez en forme. Ensuite, il y a l'heure de sport, où il doit mobiliser toute son énergie. Il ne dîne pas parce que se mettre à table seul lui est inenvisageable. Il prend des encas, rien de très copieux. Il aime pas trop la télé. Mais heureusement, il est fatigué. Il n'a pas le droit de papoter avec les policiers qui sont dans la cellule à côté de la sienne. Des fois, dans la nuit, il entend du rap. Ça ne durait pas très longtemps, mais on disait beaucoup sur les choix musicaux majoritaires à la santé. Alors, quand il lit les nouvelles du jour, il a envie il a des pulsions téléphoniques pour conseiller, aider, avertir, protester. Personne ne lui demande rien, mais... Et après, il se dit, non, je peux pas les appeler parce qu'il est injoignable, il a un téléphone trop... où il faut faire des numéros. Ah, ça ne faisait que 17 jours, il me semblait qu'il s'agissait d'une éternité, oui. Nicolas, il a demandé une sortie exceptionnelle pour voir son petit-fils, né une dizaine de jours auparavant. Il reçoit une réponse négative à sa demande le jour où la visite est prévue. Il n'y a ni nécessité ni urgence justifiant cette sortie. Non, il n'y a aucune nécessité et urgence justifiant cette sortie, Nicolas.
Cela le peine. Son fils et sa belle-fille brûlaient de leur présenter leur premier enfant. La greffière lui dit que quand même, 5 jours après, il est possible qu'il soit libéré. Donc voilà. Il se résigne à ne pas insister davantage pour aller voir son petit-fils. Il prend bien garde à ne pas se considérer comme coupable de quoi que ce soit. À force de subir des injustices, on peut finir par les trouver normales, voire par se sentir gêné d'exiger ce qui en définitive n'est que son droit, celui de ne pas être coupé de sa famille. Il dit que l'un des principaux problèmes de la prison, c'est quand on est dans un lieu où sont regroupés des assassins, des malfaiteurs et des escrocs en tout genre, il est naturel d'être affecté par l'ambiance générale de culpabilité et l'image que la prison vous renvoie de vous-même. Il est délulu, c'est fou. Si je n'y prenais garde, je pouvais finir par me sentir coupable. Rien que par la contamination extérieure. Mais non, ils sont tous innocents, Nicolas. Le vendredi de ce qu'il espère être sa dernière semaine à la santé. Il essaye de rester calme et organisé. Alors il est bouleversé quand même parce qu'il y a un détenu qui s'est blessé à la tête et ils l'ont envoyé à l'hôpital Cochin, mais à l'hôpital Cochin il a essayé de s'évader. Ensuite ils l'ont renvoyé à la prison en quartier disciplinaire et il fait que crier et ses cris étaient assez déchirants, c'était assez bouleversant. Ça conduit Nicolas à réfléchir à la misère humaine, à la désespérance profonde et au sentiment d'abandon que devait ressentir cet homme. Nicolas ressent de la compassion. Alors, la prison était en train de modifier certaines de mes réactions naturelles. Il devient humain. Moi, j'estime que c'est la preuve qu'il faut tous les mettre en tôle. Alors, il parle de 5 détenus qui en ont tabassé un 6e, parce qu'ils n'ont pas tous 2 policiers pour les protéger en permanence, une cellule tout seul, et le directeur de la prison qui vient les voir tous les jours. Je me fis la promesse d'avoir, à ma sortie, une parole désormais plus élaborée et moins caricaturale que celle que j'avais pu tenir dans le passé sur tous ces sujets. Il faut les mettre dans les situations horribles, en fait, pour qu'ils comprennent. Il faut mettre Valérie Pécresse dans des bus parisiens pour qu'elle comprenne à quel point c'est une galère. Ce jour-là, Nicolas reçoit une nouvelle lettre d'un membre éminent du Rassemblement national. Proche parmi les proches de Marine Le Pen, Sébastien Chenu, qui lui envoie un courrier de soutien chaque semaine. Il n'y a que 3 semaines. Le contenu est sensible, personnel, humain, sans considération politique partisane. Ces textes parlaient de la vie, des sentiments profonds et du respect qu'il portait à ma personne comme à ma famille. Il est tellement égocentrique, mon Dieu, il faut lui lécher les fesses en permanence. Donc Sébastien Chenu, vous serez ravis d'apprendre qu'il est très gentil et délicat. Il a une personnalité sensible, capable de s'élever au-dessus des querelles politiciennes. Alors Nicolas parle de Sébastien Chenu, qui a milité pour lui en 2007 comme en 2012. Alors ensuite, il est parti rejoindre Marine Le Pen. Il a depuis été élu député du Nord et même vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il est très désintéressé et que c'est pas parce qu'il est parti ailleurs qu'ils s'entendent plus. Les sentiments qu'il exprime, Sébastien Chenu, sont celles d'un Français choqué par l'injustice qui frappe Nicolas Sarkozy, ému par la situation humiliante, pour ne pas dire dégradante. Nicolas est heureux d'avoir un ami comme lui, courageux et sensible. Je pense à la diabolisation dont beaucoup de ces femmes et de ces hommes sont victimes de la part d'une gauche qui n'a pas fait, c'est le moins que l'on puisse dire, la démonstration dans mon affaire de la même grandeur de sentiment ou de la même hauteur de vue. Il dit que insulter les électeurs du Rassemblement national, c'est insulter leurs électeurs. On ne gagne pas la France en insultant les Français. Il dit que l'UMP, les Républicains, excusez-moi, je suis vieille, elle ne peut plus, en tout cas au moment présent, à elle seule, espérer incarner l'avenir. Le chemin de la reconstruction peut être long. Mais Nicolas Sarkozy est certain qu'il ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Tout autre choix ne conduira qu'au repliement et à l'échec. Allez, courage, il nous reste 12 pages. Donc il dit qu'il faut parler sincèrement, vraiment profondément à ces électeurs qui ne sont plus les nôtres après l'avoir été. Donc les électeurs des Républicains qui sont passés au RN. L'enjeu est comme toujours dans la reconquête. Il parle que de rassemblement et de reconquête, le champ lexical est très clair. Alors, il a beaucoup de divergences avec les dirigeants du Rassemblement national. Lesquels ? Nous n'avons pas les mêmes convictions. Ah bon ? Il note qu'il peut encore y avoir chez eux des personnalités qui posent problème. On se rappelle tous des candidats déguisés en nazis. Effectivement. Mais les exclure du champ républicain serait une erreur et un contresens.
Ils représentent tant de Français. Il faut les considérer. Tout autre comportement serait absolument incompréhensible pour les Français, qui supportent de plus en plus difficilement les outrances de la France insoumise et le cordon sanitaire factice autour d'un rassemblement national qui ne constitue pas un danger pour la République. Je vais surligner cette phrase. Avec la fin espérée de cette détention aussi injustifiée qu'inutile, il a la bonne surprise de voir les soutiens nationaux et internationaux se multiplier. Il parle des Bulgares. 3 présidents bulgares. Alors il y a plein d'hommes politiques bulgares qui lui apportent leur soutien. J'ai aucune connaissance de la géopolitique bulgare, donc je sais pas quoi vous dire. Il est très heureux et touché. Alors, il reparle des infirmières bulgares et aux médecins palestiniens condamnés à mort par Kadhafi, au motif fallacieux qu'ils auraient volontairement inoculé le sida à plus de 400 enfants de Benghazi. Personne n'a obtenu la libération des infirmières bulgares, pas même les 114 prix Nobel qui avaient lancé un appel en leur faveur. Mais Nicolas est arrivé. Ah non, c'était Cécilia. Leur martyre a duré des années, ému par la situation dramatique qu'elle subissait. Alors, le soir de son élection en 2007, il avait dit que les victimes, enfin les infirmières bulgares, étaient françaises, car toute personne injustement emprisonnée à travers le monde, et il se compare à ça, devait pouvoir compter sur la protection du pays qui avait rédigé et promu la Déclaration des droits de l'homme. Donc, il dit que lui, il a réussi à libérer les infirmières bulgares, que la France à l'époque n'avait pas besoin de la diplomatie allemande en rapport avec Boualem Sansal. Donc là il parle de tous les gens qu'il a fait libérer, Ingrid Betancourt, blablabla. Il reçoit des messages émouvants de Florence Cassez qu'il a refusé d'abandonner à son sort injuste dans les geôles mexicaines. Donc toute sa vie avant d'aller en prison, ça a été de se battre pour ceux qui étaient injustement emprisonnés. On rit en Corse. Il a toujours pensé que le grand pouvoir d'un chef d'État devait être utilisé prioritairement au service de ceux qui en avaient un besoin vital. C'est pour ça qu'il s'est toujours impliqué, personnellement, pour obtenir des libérations. Selon son expérience, laisser faire le Quai d'Orsay les diplomates n'était pas la meilleure garantie d'efficacité. Alors que François Hollande et Emmanuel Macron, ils n'avaient pas ce même intérêt. Mais il les comprend. Personne n'est obligé de prendre des risques, y compris celui d'échouer. C'est pas une obligation d'être aussi courageux que Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais pu supporter l'injustice. L'ironie voulait que ce soit lui maintenant qui doive la vivre. 10 pages, courage. L'un des moments les plus émouvants du procès devant le tribunal correctionnel a été l'audition des proches des victimes de l'attentat UTA au-dessus du désert de Ténéré en 1989. Il est bouleversé par les témoignages. Il est cependant affecté par la violence de certains propos à son endroit. D'abord parce qu'il avait reçu une délégation des victimes lors de la visite de Kadhafi à Paris en décembre 2007. Kadhafi lui en a voulu et l'a fait savoir publiquement. Donc la rencontre avec les représentants des familles s'était déroulée dans un climat de confiance et de respect, ce dont il s'était félicité en soulignant que j'étais le premier président de la République à les avoir reçus. Il pense qu'il n'en est resté aucun malentendu. Il voit pas pourquoi on lui reproche d'avoir des relations diplomatiques avec le régime libyen, parce que les familles des victimes de l'attentat avaient elles-mêmes négocié avec Kadhafi l'accord d'indemnisation à hauteur de 1 million d'euros pour chacune. Parler avec les représentants de ce régime n'était donc pas répréhensible. C'est grâce à l'action de la France, dont celle de Nicolas Sarkozy, que le dictateur a été chassé du pouvoir. Il était impossible de trouver la moindre indulgence de ma part à l'endroit de Kadhafi. En fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vous lise le livre en démontant les arguments un par un, parce que moi, je suis pas experte, mais j'ai lu pas mal de trucs, mais je m'en rappelle pas, parce que je n'ai aucune mémoire, et c'est le problème de ma vie. Donc, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a jamais eu le moindre contact avec Abdallah Senussi, qui était le beau-frère de Kadhafi, et qui était l'auteur de l'attentat qui a tué des gens, dont des Français. En gros, les bras droits de Sarkozy, ils auraient, dans la négociation pour financer la campagne de Sarkozy en 2007, dans le deal, il y avait Gracier Senussi, en fait, qui était condamné définitivement en France pour terrorisme, etc. Donc c'est un peu comme s'ils étaient allés voir Abdeslam en prison et qu'ils lui avaient dit on te laisse tranquille si tu nous donnes du pognon. Alors, nous sommes 2 jours avant l'audience qui devait statuer sur sa mise en liberté. Alors, il prépare la libération de Sarkozy. Il dit qu'il n'y a pas de moyen qu'il quitte la France, qu'il s'enfuit à l'étranger parce qu'il est propriétaire de sa maison, car là, sa carrière,
parce que oui, elle a une carrière. Leurs 5 enfants y résident, leurs petits-enfants aussi, son cabinet d'avocat est à Paris, ses bureaux d'anciens présidents également qu'on paye, donc ils présentent des garanties très sérieuses. Parce qu'en fait, ils doivent prouver, les avocats de Sarkozy, qu'il ne va pas s'enfuir à l'étranger et qu'il faut le laisser sortir à cause de ça. Pourquoi il s'enfuirait à l'étranger alors qu'on le laisse partir où il veut sans lui demander rien. Donc là, ils se demandent pourquoi ils peuvent penser qu'un homme comme lui pourrait partir à l'étranger, pourrait faire pression sur des témoins. Il va être jugé là-dessus avec Carla et Mimi Marchand. Et pourquoi il commencerait à être malhonnête, les faits remontent à 20 ans, oh là là. Donc il s'inquiète pour Carla parce qu'elle a tenu le choc de façon impressionnante jusqu'ici. Mais sa résistance commence à s'effriter. Elle était fatiguée. Alors pour ce qui devait être leur dernier parloir, elle est venue accompagnée de Julie et de Pierre. C'est un rayon de soleil. Ils ont réussi à démystifier cet enfer pour eux et cet endroit qui est la prison, et c'est bien parce que s'ils y retournent, ils auront moins peur. C'est pas lui qui le dit. Julie, elle lui dit, c'est surprenant, même en prison, tu arrives à être élégant. Des Lulu. Sarkozy lui dit que même dans les pires moments, il faut garder sa dignité. Tout faire pour ne jamais se laisser aller. Pierre souffre sans le dire. Et Nicolas Sarkozy a de plus en plus de mal à faire abstraction de la colère qui le saisit en voyant sa famille pâtir de cette épreuve injuste. Je suis désolée pour le chapeau de Calimero. J'étais trop paresseuse et vraiment, je connaissais pas la suite des écrits et ça, c'est vrai que ça aurait été parfait. En même temps, c'est pas surprenant, j'aurais pu m'en douter. Bon, il dort mal parce qu'il y a du bruit dans la prison, les gens se battent. Il est quand même surpris qu'il n'y ait pas plus de bagarres en prison parce que le taux d'occupation est de 191%. Comment cohabiter paisiblement et durablement avec un inconnu dans un espace aussi exigu qu'une cellule d'à peine 10 mètres carrés ? Il se sent privilégié d'être à l'isolement. Quand même, on est à la page 149. Il y avait pire que ce que je vivais, oui. Ce qui l'aide à supporter de nouveau ce dimanche de solitude. Oh non, il va encore y avoir le prêtre. Oh, j'appréciais de retrouver le prêtre. Oh. Alors le prêtre a prié pour lui, dans l'espérance de l'audience de lundi matin. On est dimanche, courage, tenez bon. Le prêtre, il mit le sujet de leur échange sur le mystère du mal. C'est un thème inépuisable, n'est-ce pas ? Donc ils discutent, ils se séparent, ils se promettent de se revoir en dehors de la santé. Ils regrettaient déjà presque ces conversations avec ce prêtre. On leur souhaite des retrouvailles prochaines. À la santé. Ils parlent plusieurs fois dans la journée à Carla au téléphone. Elle est paralysée par l'angoisse du lendemain. Donc Nicolas lui dit de se concentrer sur sa sortie du lundi après-midi, mais il n'a pas dit qu'il sortait en fait. Tout le monde veut recueillir le témoignage de Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas ne veut pas prendre la parole, en tout cas pas à chaud. Il s'est levé à 6h30. Il lui fallait encore attendre 3 heures. Donc les magistrats sont au palais de justice. Nicolas, il est en visioconférence. Il doit répondre à 2 questions portant sur sa capacité ou sa volonté d'influer sur les auteurs ou les témoins de l'affaire. Ceux qu'il conteste vigoureusement. En même temps, Takieddine est mort à ce moment-là. La salle était bondée de journalistes, au milieu desquels trônait en majesté le représentant de Mediapart. Loin d'être honteux d'avoir publié un document désormais considéré comme probablement faux. Faudrait compter combien de fois il a dit probablement faux. Il continue à parader. L'influence qu'il exerce sur une grande partie de ses confrères est tout aussi fascinante à observer que désolante à constater. Oh, tu bisques, Nicolas. On accepte sa demande de mise en liberté. Il est rare de voir un prévenu devant cette cour présenter autant de garanties de représentation parce qu'il est propriétaire. Moi, je suis pas propriétaire, je vais rester en prison. Je n'aurais pas pu mieux dire. Mais pourquoi me mettre en prison 3 semaines auparavant alors que je présentais les mêmes garanties ? On n'en peut plus. Cette question de bon sens restera vraisemblablement sans réponse. On n'en peut plus. Alors, la Cour doit donner sa décision en début d'après-midi. Il doit attendre encore 3 heures. Il dit que le processus judiciaire est fait pour user, pour affaiblir, et pour que, au bout de cette course d'obstacles, le prévenu se sente coupable. De quoi cela n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il sente le rouleau compresseur de l'institution sur ses épaules. Faire profil bas est la stratégie, blablabla. Dois-je préciser
que ce sentiment était profondément douloureux à supporter alors que j'étais innocent de ce qu'on était en train de m'accuser. Il dit à la cour que l'enfermement c'est dur, mais il veut pas trop en parler par pudeur. Il a sorti un livre pour se plaindre. Peut-être pour pas trop spoiler. Voilà, la décision tombe, il est libéré. Mais il s'en doutait parce que ils avaient commencé à barricader autour de la prison en attente de son exfiltration. Quel soulagement. Tous les surveillants viennent le saluer. L'un des surveillants lui confie avec émotion au moment où il quitte sa cellule « Vous avez une grande influence sur nous. C'était important de pouvoir parler avec vous et de vous voir vivre au quotidien. Votre discipline pour le travail et le sport nous ont impressionnés. » Il avait le sentiment de se séparer de proches, tant ils ont tous été attentifs et respectueux. Le directeur le ramène jusqu'à la cour. Il lui recommande d'emmener sa femme visiter l'exposition Georges de la Tour au musée Jacques-Marandré. Il lui dit « Je vous ai écouté, j'ai trouvé des billets pour le 30 novembre. » Ça c'est pour placer qu'il est cultivé. Il retourne au même endroit où il était 3 semaines auparavant. Il reconnaît déjà plus les lieux. Karl l'attend dans la voiture. Elle ne sort pas afin d'éviter les photos sauvages. Il revoit le ciel pour la première fois depuis 3 semaines. Ils sont très heureux de se retrouver. Quand il sort de la prison, le spectacle est dantesque. Des dizaines de caméras, de photographes, de journalistes, les motards de la police nationale. Il était entré comme un chef d'État, il repartait avec le même statut, il est parti comme un prince. Il traverse Paris au rythme d'un cortège officiel. C'était absolument irréel. Les gens lui adressent des signes amicaux depuis les trottoirs. Les rues sont barrées autour de chez lui. Il y a des journalistes partout, des policiers partout. Ça nous a coûté combien, ce bordel? Les passants sont agglutinés derrière les barrières métalliques. Il dîne avec les enfants. Son vrai premier repas depuis 3 semaines. Il allume son téléphone qu'il avait laissé là quand il était entré à la santé et son téléphone ne cesse de vibrer. Il a des centaines de messages en attente. Il n'a pas le courage de répondre. Il se couche tôt. Il est encore plus fatigué qu'en prison. Une nuit paisible, sans cris, sans menaces. Au réveil, il décide de ne pas faire de footing parce qu'il y a trop de journalistes et qu'il a la flemme. Ah, finalement, il y va. Respect, hein, parce que moi, ça doit faire 3 ans que je me dis qu'il faut que j'aille courir et j'y suis toujours pas allée. Il va au bois de Boulogne. Sentir le vent sur ma peau, c'est la liberté qui revenait. Les passants me saluaient, m'encourageaient et me disaient leur bonheur de me voir libre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas couru, le cœur si léger. Alors avec Karl, ils partent ensuite déjeuner. L'entrée du restaurant était cernée par les caméras et les photographes qui nous avaient suivis. Il répond pas aux questions. Il est cependant heureux de pouvoir se montrer. Mais il est heureux de pouvoir montrer que la prison ne l'a pas brisé ni physiquement ni moralement. Les clients nous applaudirent, nous entourèrent de leur soutien avec une force et une ferveur bouleversantes. La page de la prison était désormais tournée pour l'instant. C'est pas lui qui dit pour l'instant. Il veut revenir au bureau. Pour faire quoi? On sait pas. Alors au final, cette épreuve judiciaire si pénible lui aura ouvert les portes de cet amour. Il reste 2 pages. Courage. On est arrivé. Au final, cette épreuve judiciaire si pénible lui a ouvert les portes de cet amour dont il a été le réceptacle, en dépit et grâce aux barreaux de cette prison. Il n'a ressenti aucune humiliation. Oh là là, il a puisé au fond de lui une force qu'il ignorait. Il a pu compter sur Karl, comme sur toute sa famille. Avec tous ces témoignages de Français, il a ressenti combien la France est profondément ancrée en lui et combien il lui est attaché. Je n'ai de compte à régler avec personne si ce n'est avec le mensonge. Celui-ci, je le pourfendrai sans pitié et avec lui ses auteurs. Il me reste une promesse à tenir. Ouh là là, j'ai peur. Elle pourra paraître étrange, puérile, impudique, mais je me la suis faite au cœur de la nuit de la santé. Je me dois de la tenir. Si je sortais de cet enfer, j'irais à Lourdes voir les malades et les désespérés. Je passerais la journée avec eux et m'immergerais en leur compagnie dans les piscines du sanctuaire. Quelques mois auparavant, il a lu Zola, il a découvert Lourdes. Ça l'a aidé de penser à ceux qui souffraient bien plus que lui. Cette promesse sera donc honorée comme toutes les autres. Là, vous pouvez ouvrir le placard à archives et sortir toutes les promesses non tenues. Ah là là, la vie qui passe et qui propose autant d'épreuves permet de renaître plus fort, plus mature et plus grave. À la santé, j'ai recommencé ma vie. C'est la dernière phrase. Alors, est-ce qu'il va recommencer sa vie en retournant à la santé ?
Bah écoutez, j'espère. Franchement, je sais pas, j'ai pas lu les critiques du livre parce que je voulais pas, je vous ai dit, me spoiler, je voulais le découvrir avec affliction avec vous. Moi, franchement, je le lis comme une tentative de comeback. J'ai découvert le sens de la vie, me revoici. On n'espère pas, hein. Donc voilà, on pense aux familles des victimes du DC-10 qui était partie civile au procès du financement libyen. Attendez, il faut que je retrouve le communiqué parce que quand même... Donc elles ont été affligées par le passage qui leur est consacré dans le livre écrit par Nicolas Sarkozy. Donc elles disent, une fois encore, Nicolas Sarkozy inverse les rôles, faisant croire qu'il serait la véritable victime. Celle de la douleur des victimes du DC-10 est un choix assumé. Déformer les faits et escamoter la vérité, regrette ce groupe de filles, mères et sœurs de mort du DC-10. Et j'avais pas vu, on a les dates du procès en appel de Nicolas Sarkozy, donc ce sera du 16 mars au 3 juin 2026, parce qu'on est bientôt en 2026. Donc on espère qu'il sera recondamné. On a très envie de lire un tome 2. Non. Et pour revenir à Senoussi, donc l'auteur de l'attentat du DC-10, donc il n'a pas été rencontré par Sarkozy a priori, mais il a bien été rencontré par Claude Guéant et Brice Hortefeux fin 2005. Affirmer n'avoir jamais eu de contact avec l'organisateur de l'attentat du DC-10 est une nouvelle distorsion de la vérité. Nicolas Sarkozy ne pouvait ignorer les liens existants entre ses plus proches collaborateurs et le numéro 2 libyen. Les proches collaborateurs, c'est Claude Guéant et Brice Hortefeux. C'est toujours pas comment il a financé son appartement. Moi, j'aimerais bien savoir. Je veux bien rencontrer des Libyens parce que le mien est beaucoup trop petit. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vais essayer de monter ça avant le 1er janvier. On est le 29 décembre. Contrairement à Nicolas Sarkozy, je n'ai pas des foules qui m'écoutent. Mais j'ai au moins 6 personnes de qualité. Donc je vais essayer de tenir la résolution avant le 1er janvier 2026. Je sais pas si vous avez des résolutions. Moi j'avais décidé de faire du sport, mais je pense que c'est beaucoup trop ambitieux. L'an dernier j'avais décidé de manger des légumineuses. J'ai bien tenu, j'ai respecté ce souhait. Cette année c'est de lire des livres moins cons. Je pense que le micro n'a pas fonctionné du tout. Je suis désolée. Donc écoutez, à la prochaine. Je sais pas quand, j'espère dans longtemps parce que j'ai pas envie de me refarcir une purge. Bonne année!